La lumière froide de la salle de conférence se reflétait sur la table en acajou poli, créant des étincelles glaciales qui dansaient autour de moi. Face à moi, de l'autre côté de cet océan de bois sombre, se tenait Pierre, mon ancien mari. Il ressemblait à l'ombre de l'homme que j'avais autrefois connu. Ses épaules étaient affaissées, son costume, autrefois d'une coupe irréprochable, pendait misérablement sur lui, comme s'il avait perdu bien plus que du poids ces dernières semaines. Il n'osait pas croiser mon regard. Non, il ne pouvait pas. Il n'y avait plus rien de l'aura de Titan qu'il affichait à la une du Wall Street Journal, que dis-je, des Échos. Je me suis permis un instant, un seul, de savourer le silence lourd qui remplissait la pièce, brisé seulement par le frottement discret du tissu de ma veste. C'était une veste bleu marine cette fois. Sérieuse, impérieuse, très différente du tailleur blanc que j'avais porté il y a 3 semaines à la bourse, le jour où tout avait basculé. Je me souviens de ce costume blanc, éclatant comme une promesse, comme une menace. Je me souviens aussi de la façon dont Pierre m'avait regardé sur l'écran de télévision, incrédule, comme s'il voyait un fantôme. Il ne s'attendait pas à ça. Jamais. Mais honnêtement, moi non plus. Il y a quelques mois, j'aurais ri de l'idée même de me tenir ici, si calme, si déterminé. La vie est bizarre, n'est-ce pas? Comment en étais-je arrivé là? Après tout, comment était-ce possible, après avoir touché le fond, de se relever ainsi? Mon esprit est parti à la dérive, bien loin de ce bureau luxueux des avocats Duval & Associés, pour revenir 6 mois en arrière. À cet autre penthouse, à la Défense, d'où l'air semblait toujours trop raréfié, saturé d'odeurs de cuir onéreux et d'ozone. L'odeur de l'argent, disait Pierre. Ce soir-là, pour moi, c'était celle de la trahison. Je me tenais près de la fenêtre, le verre grimpant du sol au plafond, les yeux perdus dans le quadrillage lumineux de Paris la nuit. Du 92e étage, la ville semblait une carte mère, froide et mécanique. Derrière moi, le tintement de la glace contre le cristal. Pierre, toujours le Macallan 25 ans d'âge, toujours plongé dans son téléphone, les yeux rivés sur les marchés asiatiques, comme si le monde entier dépendait de ses clics, comme si j'étais transparente. Arrête de faire du cinéma, Marie. C'est un accord de séparation standard. Mes avocats chez Scarlett & Associés l'ont rédigé. C'est blindé, mais juste. Sa voix ne portait aucune once de remords, juste l'impatience d'un PDG confronté à un imprévu qu'il considérait comme une perte de temps. Je m'étais retourné. Il était assis sur son canapé italien sur mesure. Toujours la même pose, toujours ce masque d'homme d'affaires impitoyable que les magazines adoraient dépeindre. Sur la table basse, une pile épaisse de documents dans une chemise bleue. Juste, la colère m'avait noué la gorge. C'était un chuchotement à peine audible. Tu m'offres une cabane d'été en Bretagne et une rente mensuelle pendant 3 ans. En échange, je signe une clause de confidentialité qui m'interdit à vie de mentionner Sophie. Le nom m'avait écorché les lèvres. Pour la première fois, Pierre avait levé les yeux. Ses yeux, autrefois d'un bleu chaud dans lequel j'avais plongé 10 ans plus tôt, dans un petit café près de l'université Panthéon-Sorbonne. Non, attendez, c'était à Boston et Harvard, c'est ça. C'est fou comme les souvenirs se brouillent quand on essaye de les refouler. Peu importe le lieu, ils étaient devenus des éclats de glace. Sophie est ma vice-présidente des communications. Elle est vitale pour l'entreprise. Je ne veux pas que ta jalousie affecte l'entrée en bourse. Le conseil est susceptible, Marie. Nous devenons publics dans 3 mois. C'est ta maîtresse, Pierre. Ça fait 2 ans. J'avais murmuré, mon corps tremblait, mais ma voix restait étrangement ferme. C'est une partenaire. Quelque chose que tu as cessé d'être il y a bien longtemps. Il s'était levé brusquement, se dirigeant vers la table, pour taper du doigt sur la chemise bleue. Écoute, tu peux te battre. Tu peux engager un avocat minable et traîner ça pendant 2 ans.
Tu me regarderas t'enterrer sous les frais de justice jusqu'à ce que tu vendes tes bijoux pour acheter à manger. Ou tu peux signer, prendre la maison en Bretagne, disparaître discrètement, garde ta dignité. Je l'ai regardé, cet homme que j'avais soutenu quand il codait dans sa minuscule chambre d'étudiant, ses lunettes embuées et ses cheveux ébouriffés. Celui dont j'avais relu les premiers pitch decks jusqu'à avoir les yeux flous. Celui dont j'avais remonté le moral à chaque fois qu'un investisseur claquait la porte au nez. Il m'avait effacé. Pour lui, j'étais du code obsolète, un héritage encombrant à purger. Je me suis approché de la table. Pierre avait eu un petit sourire narquois, s'attendant aux larmes, aux cris, à la négociation. Il était prêt à la bagarre. Le conflit le faisait vivre. J'ai pris le stylo Montblanc qui traînait là. J'ai tourné la page jusqu'au tout dernier paragraphe du décret. « Je ne veux pas de la maison en Bretagne », ai-je dit, d'une voix posée. Son sourire s'était figé. Il a froncé les sourcils. « L'appartement sur la Côte d'Azur, alors ?» Il a une meilleure vue, mais les taxes foncières sont... Je ne veux pas de l'appartement. Je ne veux pas de la rente. Pierre s'était immobilisé. De quoi tu parles? Je ne veux rien, ai-je répété. Je signerai tes papiers, je signerai ta clause de confidentialité, mais je raye la partie concernant la pension alimentaire et le partage des biens. Je pars avec ce que j'avais en arrivant. Il a ri, un rire sec, abrupt, comme un aboiement. Tu bluffes. Tu n'as pas travaillé depuis 7 ans, Marie. Tu n'as pas d'économie. Tu penses que jouer la martyre me fera te courir après? Ça ne marchera pas. Je ne joue pas, avais-je murmuré. J'ai rapidement barré d'un trait la section des actifs, paraphé la modification, puis signé le bas du document avec une floraison. J'ai gardé le stylo et l'ai reposé. Tu peux garder l'argent, Pierre, chaque centime. Tu peux garder le penthouse, le domaine de Saint-Tropez, le jet privé. Tu peux garder Sophie. J'ai retiré mon alliance. C'était un solitaire taille émeraude de 4 carats, parfait et froid. Je l'ai déposé sur la chemise bleue. Mais tu ne gardes pas mon respect et tu ne peux pas acheter mon silence. Je te le donne gratuitement, donc tu ne me dois rien. Je me suis tourné et j'ai marché vers l'ascenseur privé. « Marie !» avait-il crié, déconcerté, sa confiance ébranlée pour la première fois. « Si tu sors de cette porte sans rien, ne pense pas pouvoir revenir en rampant quand les factures de carte de crédit vont tomber. Je te détruirai. » Les portes de l'ascenseur s'étaient ouvertes. J'ai appuyé sur le bouton du rez-de-chaussée. Tandis que les portes se refermaient, j'ai vu Pierre immobile, son verre de scotch à la main, ne ressemblant pas à un vainqueur, mais à un homme qui cherchait désespérément où l'erreur se trouvait dans son code. J'ai quitté ce building de la Défense avec 2 valises et j'ai hélé un taxi parisien. Je n'ai pas regardé en arrière. C'était un peu comme couper le cordon, mais avec un sentiment de liberté inattendu. 3 mois plus tard, le radiateur de mon appartement au 4e étage, sans ascenseur, à Belleville, crachotait et claquait, un rappel constant de ma déchéance. L'appartement devait faire la taille de mon ancienne salle de bain. La peinture s'écaillait et la vue donnait sur un mur de briques appartenant à une laverie automatique. J'étais assise à une table bancale IKEA, fixant l'écran de mon ordinateur portable. Mon compte en banque clignotait en rouge, 150 €. J'avais postulé à une 30aine d'emplois le mois dernier, assistante exécutive, gestion de bureau, même correction d'épreuves. J'avais un diplôme en histoire de l'art de la Sorbonne, j'aurais dû dire la Columbia University, comme dans la version originale. Mais je me suis francisé jusqu'au bout, n'est-ce pas? Mais les 7 ans d'absence sur mon CV, étiqueté femme au foyer, s'avéraient être une sentence de mort professionnelle. Il y avait autre chose, cependant. Quelque chose de plus insidieux. J'ai ouvert un nouvel onglet et tapé mon nom sur Google. Les résultats m'ont fait tourner l'estomac. Premier résultat, Closer. La croqueuse de diamants en fuite.
Pourquoi Marie Lambert a abandonné son mari mania de la tech avant l'entrée en bourse? Deuxième résultat, Paris Match. Des sources proches de Pierre Lambert affirment que l'ex-femme a exigé 50 millions d'euros avant de disparaître avec un amant secret. Pierre ne s'était pas contenté du divorce. Il salait la terre derrière moi. Son équipe de communication, dirigée par Sophie Laurent, avait tissé un récit si serré et si vicieux que j'étais devenu une paria. Ils affirmaient que je l'avais quitté, que j'étais instable, que j'avais détourné des fonds du ménage. C'était un mensonge, tout cela. Mais Pierre contrôlait le récit parce que Pierre possédait des contacts avec les médias. C'était le chouchou du monde de la FinTech. Mon flux, son entreprise, était sur le point d'entrer en bourse et il devait apparaître comme la victime d'un mariage chaotique pour gagner la sympathie des investisseurs conservateurs. J'ai fermé l'ordinateur portable, luttant contre les larmes. J'avais vendu mes sacs de créateurs pour payer la caution de cet appartement. J'avais vendu ma montre Cartier pour payer les 2 premiers mois de loyer. Maintenant, je n'avais plus rien. Mon téléphone a vibré. Une notification LinkedIn, encore un refus. Merci de votre intérêt pour le poste d'éditrice junior. Cependant, j'ai enfoui ma tête dans mes mains. Peut-être que Pierre avait raison. Peut-être que j'étais faible. J'avais tout refusé par orgueil, pensant que ça me libérerait. Au lieu de cela, ça m'avait rendu une cible facile. Sans argent pour un avocat, je ne pouvais pas le poursuivre en diffamation. J'étais prise au piège. Un lourd coup à ma porte m'a fait sursauter. Mon cœur s'est emballé. Pierre m'avait-il retrouvé? Envoya-t-il des huissiers pour me harceler de nouveau? J'ai rampé jusqu'à la porte et j'ai regardé par le Judas. Debout dans le couloir sombre et vacillant, il n'y avait pas d'huissier. C'était un homme dans un impeccable costume 3 pièces anthracite. Il semblait déplacé face au papier peint écaillé, comme un diamant dans un caniveau. Il était plus âgé, peut-être la soixantaine, avec des cheveux argentés et une posture qui suggérait une discipline militaire. Il tenait une maillette en cuir. J'ai hésité, puis j'ai déverrouillé le peine et j'ai entrouvert la porte, laissant la chaîne de sécurité en place. « Marie Lambert ?» ai demandé l'homme. Son accent était britannique, net et précis. « C'est Marie Dubois maintenant », ai-je répondu sur la défensive. « Qui êtes-vous » ? « Mon nom est Monsieur Julien. Je représente une connaissance mutuelle. Puis j'ai entré. Je ne connais aucun Monsieur Julien. Si Pierre vous a envoyé, dites-lui que je n'ai plus rien à prendre. » Monsieur Julien a esquissé un petit sourire compatissant. « Monsieur Lambert ne m'a pas envoyé. En fait, Monsieur Lambert serait très contrarié de savoir que je suis ici. Je travaille pour le domaine Graham. » Je me suis figé. Ce nom a déclenché un souvenir enfoui sous des années de dîners de gala et d'œuvres de charité. « Graham, Sir Alistair Graham », ai-je murmuré à peine audible. « Précisément, a dit Julien. Il vous cherche depuis 6 mois, mademoiselle Dubois. Il semble que vous soyez une femme difficile à trouver quand vous ne voulez pas être trouvée. Il a lu les articles dans la presse. Il a trouvé le récit incohérent avec la femme dont il se souvient. J'ai défait la chaîne et ouvert la porte. Julien est entré dans mon minuscule appartement. Il n'a pas regardé autour de lui avec jugement. Il a observé avec une intensité tranquille. « Pourquoi Sir Alistair me cherche-t-il » ai-je demandé, lui faisant signe de prendre la seule chaise disponible. Je suis resté debout. « Parce que, mademoiselle Dubois, il y a 10 ans, avant que vous ne soyez madame Lambert, vous étiez bénévole après les émeutes du G20 à Paris. Vous avez sorti un homme âgé d'une berline en flammes lorsque sa sécurité avait été dispersée. Vous êtes resté avec lui jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. Vous avez donné un faux nom à la police parce que vous ne vouliez pas attirer l'attention. Et puis vous avez disparu. » J'ai hoché la tête lentement. Je me souviens qu'il faisait une crise cardiaque. J'ai juste fait un massage cardiaque jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Vous avez sauvé la vie de l'actionnaire majoritaire de Graham Heavy Industries. A corrigé Julien. Sir Alistair n'a jamais oublié la jeune femme américaine avec l'écharpe rouge. Américaine? Non, j'étais française.
Peut-être qu'il pensait ça parce que j'avais étudié aux États-Unis, peu importe. Un détail. Il a fallu une décennie à son équipe de renseignement privé pour faire correspondre votre description et votre profil biométrique des caméras de rue à Marie Lambert. Julien a posé la maillette sur la table et a ouvert les loquets. Cependant, a-t-il poursuivi, sa voix baissant d'un ton, lorsque la nouvelle de votre divorce a éclaté, et spécifiquement les termes de votre divorce, Sir Alistair est devenu suspicieux. Il a demandé à son équipe d'enquêter sur les finances de Pierre Lambert. Pas les livres publics, Marie, les vrais. J'ai froncé les sourcils. Pierre est cupide, mais ce n'est pas un criminel. Julien a sorti une seule feuille de papier et l'a fait glisser sur la table. C'était un enregistrement de virement bancaire d'une société écran des îles Caïmans. Pierre Lambert n'a pas seulement construit mon flux avec son propre code, a dit Julien. Il l'a construit en utilisant un algorithme propriétaire qu'il a volé à une filiale défunte de Graham Industries lors d'une coentreprise il y a 7 ans. Il a enterré le vol, mais plus important encore, il a enterré les actifs. Julien m'a regardé droit dans les yeux. Vous avez renoncé à vos droits sur ces actifs connus. Mais selon le droit international et spécifiquement des lois de l'État de New York. Non, des lois françaises sur la distribution équitable. Si une partie dissimule des actifs lors d'une procédure de divorce, l'intégralité de l'accord peut être annulée et la pénalité implique généralement que la partie dissimulant renonce à 100% des actifs cachés au profit du conjoint. J'ai pris le papier. Les chiffres étaient stupéfiants. 300 millions de dollars stationnés sur un compte nommé Vane Holdings. Vane? Ai-je soufflé. Sophie. Exactement, a dit Julien. Il déplace l'argent vers elle pour le cacher aux auditeurs de l'entrée en bourse. Il pense que vous êtes ruiné, brisé et sans voix. Il pense que vous êtes insignifiante. Julien s'est levé et a boutonné sa veste. Sir Alistair a une proposition. Il est actuellement à Genève. Il souhaite vous offrir les services de son équipe juridique, spécifiquement le cabinet Duval & Associés. Il veut vous faire venir en Suisse pour vous informer des preuves que nous avons recueillies. J'ai regardé autour de mon petit appartement triste. J'ai regardé l'ordinateur portable où le monde me traitait de croqueuse de diamants. Puis j'ai regardé le document dans ma main. « Comment je vais à Genève ?» ai-je demandé. « Je n'ai même pas de quoi prendre le métro. » Julien a souri, et cette voix, c'était un sourire sincère. « Mademoiselle Dubois, Sir Alistair ne s'attend pas à ce que vous voyagiez en classe économique. Une voiture vous attend en bas. Elle nous emmènera à l'aéroport du Bourget. Le jet est prêt et en attente de décollage. » J'ai senti une étincelle s'allumer dans ma poitrine, un feu que je n'avais pas ressenti depuis l'époque où j'ai aidé à bâtir l'Empire de Pierre. J'ai attrapé mon manteau. « Allons-y, » ai-je dit. C'était comme une décharge électrique, inattendue mais tellement bienvenue. J'avais l'impression de revivre. Le trajet vers l'aéroport du Bourget fut enveloppé d'un silence lourd et étouffant, brisé seulement par le ronronnement rythmique des pneus de la Maybach sur l'asphalte mouillé. J'étais assise à l'arrière, mes doigts agrippant le tissu usé de mon manteau, un remplacement bon marché acheté dans une friperie après avoir mis en gage mon trench Burberry. Le siège en cuir sous moi me semblait étrange, le fantôme d'une vie que j'avais supposément laissée derrière moi. Monsieur Julien était assis en face de moi, lisant un dossier à la douce lueur d'une liseuse. Il ne parlait pas, sentant que j'avais besoin de ce calme pour réassembler les fragments de ma réalité. Quand la voiture a glissé sur le tarmac, le monde extérieur n'était qu'un flou de pluie et de lumière de piste. Mais là, rutilant sous les projecteurs, comme une flèche d'argent, se tenait le Gulfstream G700. Il était immense, une machine conçue non seulement pour le voyage, mais pour la domination du temps et de l'espace. Les moteurs vrombissaient déjà, un cri aigu qui vibrait dans ma poitrine. De la perspective de Monsieur Julien, il la regarda descendre du véhicule. Madame Dubois, non, Mademoiselle Dubois désormais. Elle était d'une pâleur inquiétante, les traits tirés par des mois de privation, mais il y avait une étincelle nouvelle dans ses yeux, un mélange de méfiance et de curiosité.
Une femme que le monde avait brisée, mais pas encore éteinte. Il l'avait observée attentivement pendant le trajet. Son profil était encore plus fascinant que ce que le dossier de Sir Alister décrivait. L'histoire du G20, c'était le mythe fondateur, mais ce qui l'intéressait, c'était cette force tranquille sous la fragilité apparente. Michael Sterling avait commis l'erreur de sous-estimer non seulement son intelligence, mais aussi sa résilience. Julien savait que la colère, même silencieuse, était un moteur puissant. Il avait vu cette même lueur dans les yeux de soldats blessés au combat. Il savait qu'elle était prête. Le plan de Sir Alister n'était pas seulement une question de justice, c'était une question de trouver un instrument parfaitement affûté pour l'exécuter. Et Marie Dubois, il en était convaincu, était cet instrument. « Après vous, mademoiselle Dubois, » dit Julien, ouvrant la porte de la voiture quand elle s'arrêta. Je suis sorti sous la pluie froide et fine, frissonnant. Une hôtesse de l'air en uniforme bleu marine impeccable m'attendait au pied des escaliers avec un parapluie. En montant les marches, j'ai ressenti une étrange sensation, non pas de l'excitation, mais une terrifiante impression de vertige. Je m'élevais du caniveau vers la stratosphère en l'espace d'une heure. L'intérieur du jet était plus chaud que n'importe quelle pièce où j'avais été depuis des mois. Il sentait le thé blanc et l'acajou. Il n'y avait pas de rangée de sièges étroits. Au lieu de cela, il y avait un salon avec des banquettes couleur crème, une table à manger dressée avec du cristal et un grand écran affichant la trajectoire de vol vers Genève. Puis-je vous offrir quelque chose, madame? Champagne? Scotch? Demanda l'hôtesse alors que je m'enfonçais dans un fauteuil pivotant qui ressemblait à un nuage. J'ai regardé les carafes in cristal. Pierre buvait toujours du scotch. Il disait que ça le faisait paraître sérieux. De l'eau, ai-je dit, ma voix rauque. De l'eau glacée et un café noir. J'ai besoin d'être éveillé. Julien s'est assis en face de moi, bouclant sa ceinture. Le jet a commencé à rouler, le mouvement doux et prédateur. Vous vous demandez pourquoi vous, a dit Julien doucement, fermant son dossier. Vous vous demandez pourquoi Sir Alister ferait une telle dépense pour une femme qu'il a rencontrée une fois, il y a 10 ans, pendant 20 minutes. Ça m'a traversé l'esprit, ai-je dit, regardant les lumières de l'Île-de-France filer derrière le hublot. Les hommes riches ne font pas de faveurs, ils font des investissements. Quel est le retour sur investissement sur moi, monsieur Julien? Julien a souri, une expression authentique qui a plissé le coin de ses yeux. Vous êtes plus perspicace que monsieur Lambert ne vous l'a concédé. Vous avez raison. C'est un investissement, mais pas en argent. Sir Alister a assez d'argent pour acheter Dieu si Dieu était à vendre. Il investit dans la justice, il a un dégoût particulier pour les voleurs. Et Pierre Lambert est un voleur. L'avion a bondi en avant, la force G me pressant contre le cuir. En quelques secondes, l'étendue sombre et pluvieuse de Paris s'est éloignée, remplacée par le velours noir du ciel nocturne. Nous étions en l'air. Une fois en altitude de croisière, Julien s'est débouclé et s'est déplacé pour s'asseoir à côté de moi. Il a rouvert sa maillette et a étalé 3 photos. La première était de Pierre, souriant à un gala, le bras autour de Sophie Laurent. Sophie avait l'air radieuse, triomphante. Elle portait un collier de diamants. Le collier que Pierre m'avait dit trop cher pour mon anniversaire l'année dernière. La deuxième photo était un document, un dépôt de brevet. Regardez la date, a ordonné Julien. J'ai plissé les yeux. Octobre 2016. Et regardez l'auteur de la structure du code en annexe. Mon souffle s'est coupé. C'est marqué R. Lambert. Lisez les commentaires dans le code. Marie Lamarge. Je me suis penché. Le code m'était familier, douloureusement familier. C'était l'arbre logique d'un algorithme de transaction prédictive. Et là, enfoui dans la syntaxe, il y avait une ligne de commentaires. Vérifiez le flux pour la redondance. MG, MG. MG, j'ai murmuré. Marie Dubois. Ce sont mes initiales, c'est mon code. Je m'en souvenais très bien. C'était un mardi pluvieux de 2016. Pierre paniquait parce que son test bêta échouait. J'étais resté éveillé pendant 48 heures d'affilée, déboguant, réécrivant et rationalisant tout le back-end.
Je l'avais réparé. Je l'avais sauvé. Il a breveté votre travail, a dit Julien, sa voix dure comme du fer. Il a revendiqué l'invention exclusive. Mon flux est construit sur votre intellect, Marie. Il n'a pas seulement caché des actifs pendant le divorce. Il a bâti tout son empire sur le vol de propriété intellectuelle de sa propre femme. J'ai ressenti une vague de nausée, suivie immédiatement d'une rage froide et brûlante. Ce n'était pas l'argent. C'était l'effacement. Il avait volé mon esprit, l'avait vendu au monde, puis m'avait convaincu que je ne valais rien. Il m'a dit que j'étais obsolète, ai-je dit, ma voix tremblante. Il m'a dit que je ne comprenais plus les affaires. Il a menti, a dit Julien. Il avait peur de vous. Il savait que si vous réalisiez un jour que vous étiez l'architecte, vous le posséderiez. C'est pourquoi il vous a isolé. C'est pourquoi il a détruit votre réputation. Il devait vous briser pour que vous ne regardiez pas les plans. Julien m'a versé une tasse de café fumant et l'a placée dans mes mains tremblantes. « Dormez maintenant, Marie, » a-t-il dit doucement. « Nous atterrissons à Genève dans 6 heures. Vous avez besoin de vos forces. Quand vous vous réveillerez, vous ne serez plus l'ex-femme. Vous serez l'architecte qui vient réclamer son dû. » Je ne sais pas. Honnêtement, en regardant en arrière, je me dis, « Marie, mais qu'est-ce qui t'a pris de te lancer là-dedans? » Le truc avec ces gens, ces grands hommes, comme on les appelle, c'est qu'ils vivent dans un monde parallèle. Un monde où ils sont la mesure de tout, la source de toute intelligence. Et si par hasard l'intelligence vient d'ailleurs, d'une femme par exemple, il faut la faire disparaître. C'est absurde, mais c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est tellement pathétique, non? De se voir voler ses idées, sa vie, et d'être traité comme un objet encombrant. Ça me mettait hors de moi. J'avais cette rage qui montait en moi, mais je ne savais pas quoi en faire. C'était une rage nouvelle, pas la tristesse ou la peur, non, c'était un besoin de justice brute. C'était le point de non-retour. Est-ce que j'ai tourné la tête vers le hublot, fixant les étoiles. Elles semblaient plus proches ici, accessibles. Je n'ai pas dormi. Je suis resté assise là pendant 6 heures, regardant l'Atlantique passer sous moi, laissant la rage se cristalliser en quelque chose de plus dur, de plus utile. Genève était froide, un froid vif et mordant qui purifiait les poumons. La voiture qui nous attendait au terminal privé était une Bentley Mulsanne, vert foncé, imposante. Elle nous a emmenés loin de la ville, serpentant dans les collines surplombant le lac Léman, où les maisons n'étaient pas seulement des demeures, mais des forteresses de vieil argent. Nous sommes arrivés à un portail en fer forgé qui s'est ouvert silencieusement. Le domaine était pâte, une ombre du 19e siècle qui semblait avoir traversé des guerres et des révolutions sans perdre une seule tuile d'ardoise. Julien m'a guidé à travers un couloir caverneux orné de peintures à l'huile d'homme et de femmes aux allures sévères. Nous sommes entrés dans une bibliothèque qui sentait le vieux papier et le bois brûlé. Un feu rugissait dans une cheminée de pierre assez grande pour s'y tenir debout. Assis dans un fauteuil roulant près du feu, une couverture écossaise sur les jambes, se trouvait Sir Alister Graham. Il était plus maigre que je ne me souvenais de ce jour chaotique à Paris. Sa peau était translucide comme du parchemin, et ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elles reposaient sur les accoudoirs, mais ses yeux, gris acier et d'une intelligence féroce, n'étaient pas touchés par l'âge. « La jeune fille à l'écharpe rouge », a-t-il raillé. Il n'a pas souri, mais son expression était celle d'une profonde approbation. « Vous avez l'air fatiguée, ma chère. La vie vous a malmenée. »« Oui, ai-je admis, m'approchant. »« Merci de m'avoir amené ici, Sir Alister. »« Ne me remerciez pas encore, a-t-il dit d'un geste de la main. Je n'ai rien fait d'autre que payer le carburant du jet. Asseyez-vous. » Je me suis assise dans un fauteuil à dossier haut, en face de lui. Julien se tenait près de la porte, une sentinelle silencieuse. « Julien vous a montré le brevet ?» a demandé Alister. « Oui. »« Et les comptes des Caïmans ?» ?»« Oui. » Alister s'est penché en avant, la lumière du feu dansant dans ses yeux. « Pierre Lambert est un imbécile dangereux.
mais un imbécile quand même. Il a fait l'erreur classique du nouveau riche. Il pensait que parce qu'il avait l'argent, il avait le pouvoir. Il a oublié que l'argent n'est que des munitions. L'intelligence est le pistolet. Vous, Mary, vous êtes le pistolet. Il a une équipe d'avocats, Sir Alistair, les meilleurs de Paris, Scarla and Associés. Ils vont m'enterrer sous les paperasses. Même avec votre aide, cela pourrait prendre des années. Nous n'allons pas le poursuivre pour l'argent, Mary, a dit Alistair, une lueur malicieuse apparaissant dans ses yeux. Pas initialement. J'ai froncé les sourcils. Je ne comprends pas. Si nous le poursuivons pour l'argent maintenant, il s'arrangera. Il vous donnera 50 millions, peut-être 100, juste pour vous faire disparaître avant l'entrée en bourse. Il fera un chèque et il gagnera. Est-ce ce que vous voulez? Un chèque? J'ai pensé au penthouse. J'ai pensé à Sophie portant ma vie comme un costume. J'ai pensé aux articles diffamatoires, me traitant de croqueuse de diamants. Non, ai-je dit, ma voix baissant. Je veux qu'il admette. Je veux que tout le monde sache qu'il ne l'a pas construit. Je veux sa réputation. Bien, Alistair a frappé l'accoudoir. Alors, nous n'attaquons pas son portefeuille. Nous attaquons l'entrée en bourse. Alistair a fait signe à Julien, qui s'est avancé et a posé un épais classeur sur la table entre nous. Dans 2 semaines, Montflou sera coté à la Bourse de Paris. La valorisation est projetée à 20 milliards d'euros. Pierre doit gagner personnellement 8 milliards. Mais Alistair s'est arrêté, tapant le classeur. La valorisation de l'entreprise est entièrement basée sur l'algorithme propriétaire, celui que vous avez écrit. Celui qu'il a breveté, lui ai-je rappelé. Oui, mais voici le rebondissement, a dit Alistair. L'équipe de Julien a effectué un audit forensique du code que Pierre utilise actuellement. Il semble que Pierre ait essayé de mettre à jour votre travail l'année dernière pour gérer l'intégration de la crypto-monnaie. Il était arrogant. Il n'a pas compris l'architecture fondamentale que vous avez construite et il a introduit une faille, un bug dormant. Mes yeux se sont écarquillés. Mon esprit est revenu à la structure du code, la boucle de redondance. Si le volume de transactions dépasse un certain seuil, la clé de chiffrement se déstabilise, a terminé Alistair. C'est une bombe à retardement. Si Montflou entre en bourse et que le volume explose, comme ce sera le cas le jour de l'ouverture, le système ne va pas seulement planter. Il va exposer les données des utilisateurs. Ce sera la plus grande fuite de données de l'histoire de la FinTech. J'ai fixé le feu. Il ne sait pas. Il s'est entouré d'hommes de paille et de Sophie Laurent qui ne connaît rien au codage. Personne n'ose lui dire que la fondation est pourrie. Il pense que c'est parfait parce qu'il pense être un génie. Alistair s'est penché en arrière. Vous avez 2 choix, Marie. Choix A, nous le poursuivons maintenant pour les actifs. Il s'arrange. Vous devenez riche. Il corrige le bug discrètement et il devient milliardaire. Et choix B. Choix B, vous laissez l'entrée en bourse se dérouler. Vous le laissez monter sur cette scène. Vous le laissez sonner la cloche d'ouverture. Et au moment exact où le marché s'ouvre, nous déposons une injonction publique frénétique. Non pas pour l'argent du divorce, mais une injonction d'urgence pour propriété intellectuelle, affirmant que le code est volé et dangereux. Nous joignons la preuve du bug. Nous prouvons que vous êtes le seul à savoir comment le réparer. L'action va chuter, ai-je murmuré. L'entrée en bourse va s'effondrer. Il va tout perdre, a dit Alistair calmement. Non seulement l'argent, la confiance, la réputation, les investisseurs le poursuivront pour fraude. L'AMF enquêtera sur lui. Il sera radioactif. La pièce est devenue silencieuse. Le crépitement des bûches sonnait comme des coups de feu. C'était une option nucléaire. C'était la guerre totale. J'ai regardé mes mains. Des mains qui avaient frotté des sols à Belleville la semaine dernière. Des mains qui avaient bâti un algorithme valant des milliards d'euros il y a 5 ans. Il a détruit mon nom, ai-je dit doucement. Il a fait croire au monde que j'étais une sanguesue. Si je fais ça, je prouve que j'étais la source. Vous prouvez que vous êtes la titane, a corrigé Alistair. Mais vous devez être prête.
Les médias se jetteront sur vous. Il vous attaquera avec tout ce qu'il lui reste. Vous devez être blindé. Je me suis levé. La fatigue avait disparu. L'hésitation avait disparu. J'ai ressenti une clarté froide et acérée. Je n'ai rien apporté pour une guerre, Sir Alistair, ai-je dit. Alistair a souri. Julien a fait venir une styliste de Milan pour le matin et une équipe d'avocats de Duval & Associés arrive ce soir pour vous préparer au témoignage. Nous avons 2 semaines pour faire de vous la PDG que vous auriez dû être. J'ai regardé le feu une dernière fois. J'ai imaginé le visage de Pierre, suffisant et confiant, tenant son verre de scotch. Au travail, ai-je dit. La bibliothèque du domaine Graham avait été transformée en salle de guerre. Pendant 10 jours, les lourdes tables en chêne ont été ensevelies sous des montagnes de dépositions, d'imprimés de codes et de rapports d'expertise comptable. L'air était épais d'odeurs de café rassis et de parfums coûteux de juristes. J'étais assise à la tête de la table. Je n'avais pas dormi plus de 4 heures par nuit depuis mon arrivée à Genève. Mes yeux étaient cernés de rouge, mais le brouillard de dépression qui avait obscurci mon esprit à Belleville avait disparu. À sa place, il y avait une concentration nette et vibrante. En face de moi se tenait Julien et une femme nommée Véronique Sharp, l'avocate principale de Duval & Associés. Sharp portait bien son nom. C'était une femme mince comme une lame, avec une coupe au carré si précise qu'elle semblait pouvoir couper du verre. Elle ne me traitait pas comme une victime. Elle me traitait comme un témoin hostile. « Refaites-le », a ordonné Sharp, sans lever les yeux de ses notes. J'ai signé les papiers du divorce parce que je voulais juste partir, et je dis, ma voix stable. Objection. Fable a claqué Sharp, jetant un stylo sur la table. Si vous dites ça devant un juge, vous ressemblez à une femme qui a fait une mauvaise affaire et qui a des regrets de vendeuse. La défense vous mangera vivante. Les avocats de Pierre vous dépeindront comme une ex-femme amère cherchant à se faire payer parce que son compte courant était à sec. Pourquoi avez-vous signé, Marie? J'ai serré la mâchoire. Parce qu'il m'a menacé. On dit, prouvez-le. Il m'a dit qu'il me viderait en frais de justice. Tactique courante, pas illégale. Essayez encore. J'ai frappé la table de la main. Parce que je ne savais pas qu'il avait volé l'œuvre de ma vie, parce que je lui ai fait confiance quand il a dit que l'entreprise était la sienne. J'ai signé sous la contrainte causée par une dissimulation frauduleuse de propriété intellectuelle. La pièce est devenue silencieuse. Sharp a lentement levé les yeux, un sourire prédateur se formant sur ses lèvres. Mieux, mais vous plaidez encore, vous demandez encore la permission d'être en colère. Vous êtes l'architecte, Marie. Arrêtez de parler comme la locataire. Pendant les 3 jours suivants, ils m'ont démonté, Marie Dubois. Ils ont dépouillé la voix d'excuses que j'avais. Ils m'ont appris à regarder un document non pas comme une tragédie, mais comme une preuve. Ils m'ont guidé à travers les subtilités du code que j'avais écrit, me forçant à me souvenir de chaque variable, chaque boucle, chaque porte logique. À la fin de la semaine, je ne me souvenais pas seulement du code. Je l'habitais. J'ai réalisé que mon flûte n'était pas la machine de Pierre. C'était mon esprit numérisé. Et voir comment il l'avait corrompu avec ses mises à jour maladroites m'a rendu malade. Puis est venue la transformation visuelle. Sir Alistair ne croyait pas au relooking pour la vanité. Il croyait à la sémiotique, au langage des symboles. Vous ne pouvez pas entrer au tribunal de commerce de Paris en portant un costume de grand magasin, m'a dit Alistair le dernier soir. Nous étions assis sur la terrasse, surplombant les eaux sombres et placides du lac Léman. Les vêtements sont un langage. Pierre portera du bleu marine, fiable, solide, corporatif. Vous devez être l'opposé. Une équipe de tailleurs était arrivée de Milan ce matin-là. Ils n'avaient pas apporté d'imprimés floraux ou de pastels doux. Ils avaient apporté de la structure. Quand je suis sorti de la cabine d'essayage, j'ai à peine reconnu le reflet dans le miroir doré. Le costume était blanc, un crêpe de laine blanc éclatant, aveuglant. La veste était taillée avec précision à la taille, avec des épaules structurées
qui me donnait une silhouette de puissance. Le pantalon était large, se déplaçant avec une grâce fluide. Je ne portais aucun bijou, à l'exception d'une paire de simples puces d'oreilles en diamant que Sir Alistair m'avait prêtées. Mes cheveux, auparavant tirés en un chignon désordonné, avaient été coupés dans un style lisse à hauteur d'épaule qui encadrait mon visage comme un casque. Je ne ressemblais pas à une femme au foyer. Je ne ressemblais pas à une divorcée. Je ressemblais à une PDG. « Comment vous sentez-vous » a demandé Julien, se tenant dans l'embrasure de la porte. J'ai lissé le revers de la veste blanche, j'ai regardé mes yeux dans le miroir. Ils étaient froids. Je me sens comme une experte en démolition, ai-je dit. Cette nuit-là, avant de partir pour l'aérodrome, Sir Alistair m'a remis un dernier dossier. C'était une seule feuille de papier. C'est le kill switch, a-t-il dit. L'analyse technique du bug. Une fois cela enregistré dans les archives publiques, les bourses arrêteront immédiatement les transactions sur mon flou pour protéger le capital des investisseurs. Au moment où vous déposez cela, Pierre est fini. Il n'y a pas de retour en arrière. J'ai pris le papier. Il me haïra pour le reste de sa vie. Il vous hait déjà, Mary, a dit Alistair doucement. Il vous hait parce qu'il a besoin de vous. Et pour un homme comme Pierre, le besoin est l'humiliation suprême. Allez lui montrer qu'il avait raison d'avoir peur. Paris, le jour de l'entrée en bourse. Le soleil du matin frappait la façade de la bourse de Paris, baignant les colonnes d'or. C'était un jour parfait pour un couronnement. Des banderoles pendaient aux lampadaires. Mon flux, l'avenir de l'argent. À l'intérieur du balcon VIP, Pierre Lambert vibrait d'adrénaline. Il vérifiait son reflet dans la cloison vitrée. Son costume sur mesure était impeccable. Ses dents étaient blanches. Il regardait la salle des marchés où les traders se rassemblaient déjà, les yeux rivés sur les écrans. Le prix d'ouverture était fixé à 45 € l'action. Les analystes prédisaient qu'il atteindrait 80 € à midi. « Vous avez l'air d'1 million de dollars », a murmuré Sophie, glissant son bras dans le sien. Elle portait une robe rouge, agressive et brillante. Elle lui a serré le biceps. « Ça arrive, Pierre. Nous avons gagné. » Pierre a pris une profonde inspiration. « Tu as eu des nouvelles et des avocats à propos de Marie ?» Sophie a ri, un son cristallin et méprisant. « Pas un mot. Elle est probablement dans un café à Belleville, pleurant dans ses œufs. Elle est partie, Pierre. Oublie-la. » Pierre a hoché la tête, mais un petit nœud d'anxiété s'est serré dans son estomac. C'était trop calme. Il s'attendait à un texto, un appel ivre, une supplication pour de l'argent, mais le silence. Le silence était imprévisible. « 5 minutes avant la cloche !» et criait un responsable de la salle. Pierre s'est avancé vers le podium. Les flashs des caméras crépitaient, un mur de lumière blanche aveuglant. Il a salué la foule. Il se sentait comme un dieu. Pendant ce temps, à l'aéroport du Bourget, le Gulfstream G600 a atterri avec un crissement de pneus. Au moment où les escaliers ont été abaissés, 2 SUV noirs se sont approchés de l'aile. Je suis descendu des escaliers. Le vent fouettait mon pantalon blanc, mais je n'ai pas bronché. Julien était juste derrière moi, portant la mallette contenant l'injonction et les preuves. « Nous avons 45 minutes pour arriver au palais de justice », a dit Julien, regardant sa montre. Le trafic est dense sur le périphérique. « Faites-nous y arriver », ai-je dit, glissant à l'arrière du SUV de tête. Le chauffeur n'a pas hésité. Il a activé une sirène, illégale pour les civils. Mais l'argent achète beaucoup de choses, y compris l'apparence de l'autorité, et a foncé hors de l'aéroport. À l'intérieur de la voiture, j'ai ouvert mon iPad. J'ai lancé le direct de BFM Business. Il y avait Pierre, souriant, tenant le marteau. Le ticker en bas de l'écran affichait Montflouc. « Regardez-le », ai-je murmuré. « Il n'a aucune idée. » « Il se tient sur une trappe », a dit Julien, « et vous êtes sur le point de tirer le levier. » Le tribunal de commerce de Paris, 9h28. Le SUV a freiné brusquement devant les massives marches de pierre du palais de justice.
Une petite armée de photographes était déjà là, prévenue par une source anonyme, l'équipe de communication d'Alistair, que quelque chose d'historique allait se produire concernant l'entrée en bourse de Montflux. Quand la portière de la voiture s'est ouverte, les flashs ont éclaté, mais ils ne s'attendaient pas à moi. Ils s'attendaient à un rival corporatif ou peut-être à un régulateur. Quand je suis sorti, la foule est devenue silencieuse pendant une fraction de seconde. Le costume blanc était lumineux contre la pierre grise de la ville. J'avais l'air grande, imposante et totalement étrangère à la femme qu'ils avaient vue dans les tabloïds des mois auparavant. Qui est-ce? A crié un photographe. C'est l'ex-femme? C'est Marie Lambert. Je les ai ignorés. J'ai monté les marches d'un pas qui dévorait le sol. Julien me flanquait, utilisant sa maillette pour écarter doucement la mère de journaliste. Madame Lambert, êtes-vous ici pour arrêter l'entrée en bourse? Un reporter de Bloomberg m'a tendu un micro au visage. Je me suis arrêté. Je me suis tourné vers la caméra, le visage calme, les yeux perçants. Mon nom est Marie Dubois, ai-je dit, ma voix claire et amplifiée par les micros. Et je ne suis pas ici pour arrêter l'entrée en bourse. Je suis ici pour signaler un crime. Je me suis retourné et j'ai traversé les portes tournantes. La Bourse de Paris, 9h30, clang, 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 Pierre a abaissé le marteau sur le bloc de son. La cloche a retenti dans la salle des marchés. Des confettis sont tombés du plafond. La pièce a éclaté en acclamation. Sur le grand écran, le symbole boursier MNFX est apparu. « Ouvert à 48 » a crié quelqu'un. « 52, 60 » Pierre a serré Sophie dans ses bras. Il a saisi la coupe de champagne qu'on lui tendait. « À nous » a-t-il crié par-dessus le rugissement. « À l'Empire » Il a levé les yeux vers le moniteur géant qui affichait BFM Business, s'attendant à voir son propre visage. Au lieu de cela, le flux a coupé la diffusion de la salle. Le bandeau info de dernière minute a clignoté en rouge urgent. Le visage du présentateur était pâle. Nous interrompons la couverture de l'entrée en bourse de Montflux avec une nouvelle de dernière minute du tribunal de commerce de Paris. Une injonction d'urgence massive vient d'être déposée contre Pierre Lambert et Montflux Holdings. Pierre s'est figé. La coupe de champagne a glissé de ses doigts et s'est brisée sur le sol du balcon. La caméra sur l'écran a coupé vers les marches du palais de justice. Il y avait Marie, ressemblant à un ange vengeur en blanc, debout à côté de Véronique Sharp. Le présentateur a continué à lire rapidement. La plaignante, Marie Dubois, ancienne épouse de M. Lambert, allègue que le code source principal de Montflux lui a été volé. De plus, le dépôt comprend un audit technique affirmant que le logiciel actuel contient une faille de sécurité catastrophique qui met toutes les données des utilisateurs en danger. Le juge président a accordé une ordonnance restrictive temporaire immédiate sur la négociation des actions en attendant un examen de l'AMF. Sur la salle des marchés en dessous, les acclamations ont cessé. Cela s'est produit comme une vague. Le silence se répandant des traders près des écrans jusqu'à l'arrière de la salle. Les transactions se sont arrêtées. Un officiel de la salle a hurlé « Code rouge! Transactions suspendues sur MNFX ». Les chiffres du grand tableau se sont figés. Le graphique qui avait monté en flèche comme une fusée s'est aplati. Pierre a fixé l'écran. Il a vu mon visage. Je ne souriais pas. Je regardais directement l'objectif de la caméra et on aurait dit que je regardais droit dans son âme. « C'est un mensonge !» a hurlé Pierre, s'agrippant à la balustrade. « C'est un mensonge! Elle est folle! Elle est fauchée! » Sophie s'est éloignée de lui, son visage se vidant de ses couleurs. Elle a vérifié son téléphone. « Pierre, les infos, c'est en tendance. Sache Marie Dubois, sache à Montflux Fraude. Il publie les documents de brevet. Il publie les comparaisons de codes. » Pierre a tâtonné son téléphone. Ses mains tremblaient tellement qu'il l'a laissé tomber. « Elle ne peut pas faire ça », a-t-il sifflé. « Elle a signé la clause de confidentialité. Elle a signé l'accord. »
Mais au fond de lui, il savait. Il a regardé les visages des banquiers qui l'entouraient. Une minute plus tôt, il le regardait avec adoration. Maintenant, il le regardait avec horreur. Il reculait, se distançant physiquement du rayon d'explosion. Les portes de l'ascenseur derrière le podium se sont ouvertes. Deux hommes en costume sombre sont sortis. Ce n'étaient pas des banquiers. C'étaient des agents de la DGSI, de la Division des crimes financiers, accompagnés de régulateurs de l'AMF. Pierre s'est tourné vers l'écran. Je m'éloignais des microphones, disparaissant dans le palais de justice. Je n'avais pas seulement arrêté l'argent, j'avais brûlé le temple jusqu'aux fondations. Le téléphone de Sophie a vibré. C'était une notification de la banque. Alerte. Actif gelé conformément à l'ordonnance du tribunal fédéral. Pierre s'est effondré contre la balustrade, les confettis tombant toujours à ses pieds comme des cendres grises. La fête était finie. Le silence dans le penthouse de la Défense était différent maintenant. Ce n'était plus le silence du pouvoir climatisé et contrôlé. C'était le silence d'un tombeau. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que l'entrée en bourse avait implosé en direct à la télévision. Pendant ce temps, le monde avait été chamboulé. L'enquête de l'AMF avait gelé les avoirs personnels de Pierre Lambert. Le conseil d'administration de Montflux, confronté à une action collective d'investisseurs qui se sentaient floués, avait voté à l'unanimité pour le destituer de son poste de PDG. Pierre était assis sur le même canapé italien sur mesure, mais la pièce autour de lui changeait. Des déménageurs en combinaison bleue emballaient systématiquement la vie qu'il avait construite. Ils enveloppaient les vases en cristal dans du papier bulle. Ils retiraient les tableaux des murs, laissant des fantômes rectangulaires sur le plâtre. L'ascenseur a sonné. Pierre n'a pas levé les yeux. Il s'attendait à son avocat. Au lieu de cela, le cliquetis de talons hauts est résonné sur le sol en marbre. Des cliquetis rapides et énervés. Sophie Laurent a fait irruption dans le salon, traînant une série de bagages Louis Vuitton. Elle ne portait plus la robe rouge de la victoire. Elle portait un trench coat et des lunettes de soleil, bien qu'il fasse couvert dehors. « Les cartes sont refusées, Pierre », a-t-elle craché, sans prendre la peine de le regarder. « Toutes, la carte noire, la platine, même le compte joint. » Pierre l'a regardé, les yeux creux. Il ne s'était pas rasé depuis des jours. « C'est un gel temporaire, Sophie. Les avocats déposent une motion lundi. Une fois que nous aurons réglé les accusations de fraude. » « Il n'y a pas de nous, » a hurlé Sophie, sa contenance se brisant enfin. « Tu m'as dit que tu avais écrit le code. Tu m'as dit qu'elle n'était personne. Maintenant, je suis assigné à comparaître. Mon visage est sur toutes les chaînes d'information comme complice de fraude corporative. Je ne peux même pas obtenir une table au Gavroche. » Elle a fait signe au déménageur de prendre ses sacs. « Sophie, » Pierre s'est levé, sa voix se brisant. « Tu as dit que nous étions partenaires. » « J'étais partenaire dans une entreprise d'1 milliard de dollars, a-t-elle dit froidement, baissant ses lunettes de soleil pour le regarder avec un pur dégoût. « Pas partenaire dans un acte d'accusation fédérale. Tu es radioactif, Pierre, c'est fini. » Elle s'est retournée et est entrée dans l'ascenseur. Les portes se sont refermées. Pierre était seul dans l'appartement vide. La vue sur la ville, autrefois son royaume, ressemblait maintenant à une prison de verre et d'acier. 2 jours plus tard, l'acte final s'est déroulé non pas dans un penthouse, mais dans une salle de conférence au 45e étage du bâtiment Duval & Associés dans le centre de Paris. La table était longue et polie, reflétant le ciel gris dehors. D'un côté était assis Pierre, flanqué d'un avocat commis d'office parce que son équipe juridique coûteuse avait démissionné pour non-paiement. De l'autre côté se trouvaient Véronique Sharp et M. Julien, et à la tête de la table, j'étais assise. Je portais un costume bleu marine ce jour-là, sérieux, autoritaire. Je l'ai regardé entrer. Il semblait plus petit. Ses épaules étaient tombantes. Son costume mal ajusté, comme s'il avait perdu 10 kilos d'ego en 20 jours. Il ne pouvait pas croiser mon regard. Simplifions les choses, et commençait Sharp, faisant glisser un document sur la table.
L'AMF est prête à faire preuve de clémence sur les accusations de fraude criminelle si vous admettez que la propriété intellectuelle appartenait à Mademoiselle Dubois et que vous avez sciemment déposé un faux brevet. Si j'admets ça, a murmuré Pierre, sa voix rauque, je perds l'entreprise. Je perds les droits de brevet. Je perds tout. Vous avez déjà perdu l'entreprise, Monsieur Lambert, a dit Julien calmement. La seule chose que vous négociez maintenant est de savoir si vous passez les 10 prochaines années dans une prison fédérale ou dans une maison de campagne. Pierre a levé les yeux, confus. Quoi? J'ai parlé pour la première fois. Ma voix n'était pas forte, mais elle a instantanément commandé la pièce. Je prends le contrôle de mon flux et je dis, les investisseurs ont accepté de relancer l'entrée en bourse sous un nouveau nom, Système Architect. Je corrigerai le code, je sécuriserai les données des utilisateurs, je sauverai la valorisation. Je me suis penché en avant. Mais je ne veux pas vous détruire, Pierre. Cela demande une énergie que je préférerais consacrer à mes affaires. J'ai tapé du doigt sur le document. Ceci est un accord de règlement. Vous me transférez tous les droits de propriété intellectuelle. Vous admettez publiquement la fraude pour laver le nom de l'entreprise. En échange, je retirerai la poursuite civile pour les actifs volés. Je ne demanderai pas de peine de prison. Pierre a regardé le papier. C'était une bouée de sauvetage. Une bouée de sauvetage humiliante, dévastatrice. Et j'ai continué, un petit sourire ironique effleurant mes lèvres. Je me sens généreuse. Je vous accorderai une rente mensuelle pendant 3 ans et vous pourrez avoir la cabane d'été en Bretagne. Pierre s'est figé. L'air lui a quitté les poumons. C'était exactement l'offre qu'il m'avait faite 6 mois plus tôt. La cabane d'été, la rente, la pitié. Vous ne pouvez pas être sérieuse, a-t-il murmuré. Je suis très sérieuse et je dis, reprenant mon stylo. C'est une offre juste, Pierre. Vous pouvez vous battre. Traînez ça et regardez-moi vous enterrer sous les frais de justice jusqu'à ce que vous vendiez votre montre pour acheter des provisions. Ou vous pouvez signer, prendre la maison en Bretagne, disparaître discrètement, garder votre dignité. Les mots l'ont frappé comme des coups physiques. Je le reflétais parfaitement, lui renvoyant sa propre cruauté avec une précision éblouissante. Pierre a regardé autour de la pièce. Il n'a vu aucune sympathie. Il n'a vu que la réalité froide et dure du monde qu'il pensait autrefois posséder. Il a pris le stylo. Sa main a tremblé. Il a signé le document. « C'est fait », a dit Sharp, arrachant le papier avant que l'encre ne soit sèche. Pierre s'est levé. Il m'a regardé une dernière fois. Il voulait dire quelque chose, s'excuser, crier, supplier, mais il a constaté qu'il n'avait plus de mots. Il était obsolète. Il est sorti de la salle de conférence, un homme effacé par sa propre arrogance. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre. En dessous, la ville de Paris se mouvait dans son flux chaotique et rythmé. J'ai vu un taxi jaune se faufiler dans le trafic. J'ai vu les gens se presser au travail. « C'est fini », a dit Julien doucement, se tenant à côté de moi. « Sir Alistair vous envoie ses salutations. Il dit qu'il savait que vous en étiez capable. »« Non », ai-je admis doucement. « Pas au début. » J'ai touché le verre froid. Je n'étais plus seulement Marie Dubois, l'ex-femme. J'étais Marie Dubois, la PDG, l'architecte. Je me suis retourné vers la pièce où l'avenir attendait dans une pile de nouveaux contrats. « Monsieur Julien, ai-je dit, ma voix brillante et claire, annulez la voiture. Je pense que je vais marcher. C'est une belle journée pour recommencer. Et vous, là, qui lisez ou écoutez, croyez-vous vraiment qu'on peut tout recommencer comme ça, du jour au lendemain? C'est ça la vie. Pas de fin parfaite, pas de ligne claire, non. C'est un foutu désordre. Et honnêtement, aujourd'hui, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parfois, je pense que j'ai fait une erreur, probablement les deux. C'est comme ça la vie, n'est-ce pas? Rien n'est évident, rien n'est parfait, mais c'est la mienne. C'est la seule chose qui compte.